Bonjour à tous. Comme vous le savez, le dernier volet de la série des Conjuring est basé sur l'histoire très médiatisée de la famille Smurl. L'occasion pour nous de nous plonger ensemble dans les faits qui se sont déroulés au 330 Chase Street il y a plus de 50 ans. Ma vidéo évoquera bien sûr le livre The Haunted, écrit par le couple Warren, mais sans s'y limiter. Les Warren, célèbres démonologues autoproclamés, ont souvent été accusés d'avoir enjolivé, dramatisé, voire totalement reconstruit certains faits pour servir à un récit plus captivant. Leur objectif était avant tout de convaincre en faisant sensation plutôt que de documenter avec rigueur les phénomènes observés. C'est pourquoi je m'appuierai principalement sur les témoignages directs de la famille Smurl elle-même, Jack, Janet et leurs parents John et Mary, en restituant leurs paroles telles qu'elles ont été rapportées à l'époque dans les entretiens filmés. J'évoquerai le reste de manière synthétique afin de rester fidèle à ce que les témoins ont réellement affirmé avoir vécu. Mon intention n'est pas de juger mais de mettre en avant la parole de la famille qui, au-delà du tumulte médiatique et des récupérations par la presse et par le couple Warren, ont semblé sincèrement bouleversés par ce qu'ils ont traversé. En juin 1972, l'ouragan Agnès avait provoqué de graves inondations en Pennsylvanie. Parmi les sinistrés se trouvaient Jack et Janet Smurl. Ainsi, en août 1973, le couple a décidé de s'installer à West Princeton, une ville minière située dans la banlieue de Scranton. Ils ont alors emménagé au 330 Chase Street, une maison duplex construite 92 ans plus tôt. Le couple avait choisi de partager la maison avec les parents de Jack, John et Mary Smurl, qui s'étaient installés dans la partie arrière de la maison. Les deux logements communiquaient par une porte intérieure débouchant sur le salon. Jack et Janet occupaient la plus grande partie de la demeure avec leurs deux enfants. À terme, le couple aura 4 filles, Dawn, Heather et les jumelles Shannon et Karine. Quand elle s'est installée dans cette nouvelle habitation, la famille ignorait que la maison avait été construite non loin du rocher, appelé Queen Esther Rock, aussi nommé Bloody Rock. Or, cette pierre marque le lieu d'une sinistre légende. Après la bataille de la vallée de Wyoming le 3 juillet 1718, Esther Montour, d'origine franco-iroquoise, aurait exécuté à cet endroit et à coups de masse 14 prisonniers américains qu'elle fit aligner autour du rocher. Au fil du temps, cette histoire se modifia et racontait désormais que cette chef se serait vengée par ce massacre de la perte de son fils et qu'un malaise planerait encore aujourd'hui sur le site considéré comme hanté ou maudit par certains habitants. Le premier incident qui troubla le père Jack Smurl survint alors qu'il était allongé dans son lit, couché sur le côté droit, le bras hors des couvertures. Janet dormait face à lui. Soudain, il sentit distinctement une main se poser sur son épaule. Plusieurs doigts bien réels pressaient sa peau. La sensation était si nette qu'il en fut glacé. Il se retourna mais ne vit rien ni personne. Par la suite, d'autres phénomènes étranges se produiront. Un soir notamment, il gara sa voiture devant la maison en laissant un espace suffisant pour en sortir. Mais au matin, il découvrit avec stupeur que le véhicule avait été déplacé tout contre la clôture, comme si une force invisible l'y avait poussé durant la nuit. Peu après, les occurrences étranges se multiplieront. Les incidents semblaient presque anodins. Des outils disparaissaient pour réapparaître ailleurs, comme déplacés par une main invisible. Mais il y avait aussi ces étranges taches qui réémergeaient sur les murs, tout juste repeints. Dans une petite chambre de l'étage, celle qui deviendra plus tard la chambre des jumelles, le couple Smurl dut même poser des lambris pour masquer une large marque noire qui revenait sans cesse, et ce malgré plusieurs couches de peinture. Dans les mois qui suivirent leur emménagement, les manifestations gagnèrent en étrangeté. Par moments, une odeur épouvantable, mélange de soufre et de chair en décomposition, se répandait dans la maison. Elle s'accrochait aux vêtements, imprégnait l'air, puis disparaissait aussi soudainement qu'elle était venue. Mary, la mère de Jack, affirmait quant à elle entendre des pas lourds qui résonnaient au-dessus de sa tête dans le grenier. Aussi, une après-midi, alors que Janet pliait le linge au sous-sol, elle entendit son prénom murmurer auprès d'elle. La voix semblait venir des coins vides des pièces, comme un souffle exhalé au sous-sol qui cherchait à se faire entendre. Janet pensait que c'était un effet et que quelqu'un était entré et l'appelait d'en haut. C'était une voix féminine. Elle monta donc voir, mais il n'y avait personne. Aussi un jour, de l'autre côté du duplex, la mère de Jack, Mary, entendit son fils et sa belle-fille se disputer violemment. Les cris étaient si réels, si chargés de tension, qu'elle accourut avec son mari John, redoutant le pire.
Mais lorsqu'ils franchirent le seuil du salon, la scène les glaça. Jack, Janet et les enfants étaient assis tranquillement devant la télévision, paisibles, comme si rien ne s'était passé. C'est ainsi que les Smurls commencèrent à comprendre que quelque chose d'impalpable prenait plaisir à jouer avec eux. Cela se manifestait souvent par des voix, et ces voix familières qu'ils entendaient n'étaient pas les leurs, mais des imitations, des sinistres moqueries, des échos trompeurs. Et leur chien Simon, un berger allemand, semblait être affecté par la situation. Parfois, il s'immobilisait soudainement, le poil hérissé, le regard fixe vers un point vide. D'autres fois, il se mettait à aboyer furieusement, poursuivant dans la maison une présence que personne d'autre que lui ne voyait. Parfois, lorsque Janet laissait sortir Simon dans le jardin, elle le retrouvait quelques instants plus tard à l'intérieur de la maison, alors qu'aucune porte n'avait été ouverte. D'autres fois, c'était l'inverse. Simon, censé être à l'intérieur, se retrouvait dehors sans que personne ne comprenne comment. Simon semblait être l'objet de toutes les attentions de la maison. Il était comme une marionnette, en proie avec l'anomalie qui infestait les lieux. Une nuit, un son des plus déplaisants troubla le silence de la demeure. Un long râle, presque humain et effrayant, semblait sortir du chien, qui pendant ce temps était profondément endormi près de Janet, le corps détendu, inerte. Une autre fois, alors que le couple était couché, Simon se mit de nouveau à gémir d'une manière si plaintive et angoissante que Jack voulut le calmer. Mais lorsqu'il tendit la main, il sentit une résistance, une force invisible qui retenait son bras. « Something was holding my hand back », racontera-t-il. Il lutta, insista, chercha à libérer son bras et parvint enfin à le dégager en effectuant un brusque mouvement inverse. Lorsqu'il posa finalement la main sur le dos de Simon, il découvrit que l'animal, une nouvelle fois, dormait paisiblement. Son corps était parfaitement mou, son attitude paisible, comme si rien ne s'était jamais produit. Pour information, Simon avait été adopté par la famille après leur emménagement et il sera plusieurs fois la cible des attaques de la chose. Un jour, par exemple, il sera soulevé et lancé contre le mur, une autre fois secoué de convulsions. Lorraine Warren racontera même comment Simon aurait été téléporté d'un étage à l'autre. Ainsi, un soir, Jack a vu Simon en haut des escaliers et l'a appelé. Instantanément, le chien est apparu en bas des marches, comme s'il se trouvait depuis le début, donnant l'impression qu'il avait été transporté d'un étage à l'autre en un clin d'œil. Tout au long de la hantise, Simon a manifesté un comportement anormal qui suggérait qu'il percevait l'entité. Les Smurls disaient ainsi que leur chien était souvent nerveux, aux aguets, grondant ou gémissant sans raison apparente. Mais revenons au phénomène qui se manifestait au quotidien dans la maison. Quelques mois après l'emménagement de la famille, un téléviseur aurait pris feu spontanément et un appareil de cuisine aurait brûlé, alors même qu'il était débranché. À ce stade, ces incidents intrigueront les Smurls, mais ne perturberont pas encore gravement leur quotidien. La famille était pieuse et tous priaient souvent ensemble, persuadés que cette hantise qui les dérangeait finirait par s'en aller. Il est important également de souligner que les faits se sont déroulés sur près de 16 ans et que le couple Warren n'est intervenu qu'en 1986, soit 13 ans après que les Smurls y aient posé leurs valises. Avant leur arrivée, la famille ne tenait pas un journal relatant précisément les événements. La temporalité est donc floue et les faits racontés à Ed et Lorraine par la famille ne tiennent pas compte de la chronologie des événements. Ce qui est certain, c'est que les Smurls relatent avoir été témoins de coups très forts qui semblaient provenir de l'intérieur même des murs. Ces frappements survenaient principalement la nuit, dans le mur ou sur les meubles, et ils étaient particulièrement forts du côté des parents de Jack, John et Mary. Aussi, les phénomènes amplifieront après la naissance des jumelles, c'est-à-dire à la fin des années 70. Un fait particulier marquera aussi la famille. Il surviendra le 29 avril 1985, jour de la confirmation de Heather, la fille aînée qui était alors âgée de 15 ans. Heather, sa sœur Shannon et leur mère Janet se trouvaient dans la cuisine en train de discuter tranquillement lorsqu'un lourd plafonnier, large d'environ 60 cm, se détacha brusquement. Sans le moindre craquement ni signe avant-coureur, la lampe s'écrasa violemment sur la table, marquant de peu les trois femmes. La chute semblait presque dirigée, comme si elle avait été provoquée, expliquera la mère. Fait étrange, l'événement s'était produit à peine une demi-heure avant que la famille ne parte pour l'église pour la cérémonie de confirmation d'Heather. Aussi, la famille voyait parfois d'épaisses ombres noires se déplacer lentement dans la maison, laissant derrière elle un froid intense et persistant.
Une nuit, Heather, endormie dans sa chambre, se serait réveillée et aurait aperçu dans l'obscurité de son dressing 2 yeux rouges qui la fixaient intensément. Paralysée par la peur, elle resta muette pendant plusieurs jours. Apparemment, chaque fois que la famille se rassemblait aussi pour prier, un phénomène étrange se produisait. Les chapelets semblaient leur échapper des mains, glissant entre leurs doigts comme si une force invisible les tirait. Aussi, dans le reportage qui sera fait par les Warren, Janet racontera également comment dans la maison, les lumières du salon s'allumaient et s'éteignaient d'elles-mêmes. Cela pouvait même survenir 4 ou 5 fois en 1 heure. Toujours dans les événements rapportés directement par la famille, un jour alors que la maison était vide, les parents de Jack découvrirent à leur retour qu'une grande armoire vitrée remplie de vaisselle avait été déplacée dans leur cuisine. Elle avait reculé du mur d'environ 40 cm sans que la vaisselle à l'intérieur n'en soit dérangée. Une autre fois, lors d'un long week-end de Thanksgiving, Mary et John Smurl s'étaient absentés durant plusieurs jours. Resté avec sa femme et ses enfants, Jack entendit, quelques jours après l'absence de ses parents, des bruits étranges provenant de leur appartement. En montant vérifier, il découvrit les tiroirs ouverts et de l'eau dans l'évier de la cuisine, comme si quelqu'un s'y était activé quelques instants plus tôt. Un autre jour, alors que Mary et John étaient partis chez le médecin, Jack fut de nouveau alerté par un bruit d'eau. En s'approchant, il entendit la chasse d'eau se déclencher de façon répétée. Il se rendit alors dans le duplex et la chasse tira devant lui environ une trentaine de fois, comme si une main invisible s'amusait à la manipuler. Le soir, Mary, tout comme Janet, était régulièrement réveillée par des coups sourds provenant tantôt de son dressing, tantôt de sa table de chevet, sans qu'elle ne trouve jamais d'explication. John, pourtant presque sourd, car il avait perdu plus de 60% de son audition, fut lui aussi témoin d'un phénomène troublant. Un soir, allongé dans son lit, il entendit un bruit sec, violent, comme si quelque chose venait d'éclater tout près de lui. Mais l'apparition la plus troublante eut lieu un soir, alors que Mary regardait la télévision. Suivant une ombre furtive, elle vit alors de manière plus précise courir près de ses pieds un petit animal ressemblant à ce qu'elle décrira comme un chiot. Cela évoquait vaguement un chien, mais fait étrange, la silhouette était sans tête et sans queue perceptible. La présence avait été furtive et impossible à nommer et à décrire précisément. Mary témoignera aussi avoir vu des formes sombres dans la maison, plus grandes de la taille d'adultes, mais ces ombres disparaissaient aussi soudainement qu'elles apparaissaient. Dans l'interview orchestrée par les Warren, Mary, alors âgée de 71 ans, confiera à Lorraine Warren combien elle et son mari se sentaient inconfortables dans cette maison. Elle affirmait également sentir fréquemment une forte odeur de moisi et parfois l'odeur était si envahissante qu'elle l'empêchait de respirer. Janet confiera de son côté à Lorraine qu'elle avait souvent été attaquée dans son lit et reçu des coups sur ses jambes ou ses pieds. Elle décrira aussi à Lorraine Warren qu'un jour, en rentrant des courses, la porte d'entrée s'était ouverte d'elle-même alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans la maison. La porte s'était ouverte si violemment qu'elle heurta le mur. Cela serait arrivé même à plusieurs reprises. Aussi, Janet racontera devant les caméras cette nuit particulièrement mouvementée qu'elle avait vécue. Un soir, alors qu'elle était couchée, elle entendit un bruit de dispute, une voix claire féminine. Cette voix hurlait, furieuse, et se disputait avec quelqu'un. Janet ne comprenait pas d'où venait cette voix, mais elle était clairement audible. Puis, alors qu'elle était toujours allongée dans son lit, elle entendra des bruits de pas très lourds dans le couloir, des pas qui semblaient aller et venir derrière la porte de sa chambre. Son mari, lui, dormait, parfaitement imperturbable au bruit qui la tenait réveillée. Excédée, elle finira par descendre fumer une cigarette à la cuisine. Là, de nouveau, elle entendra les pas forts qui continuaient de résonner à l'étage sans que cela ne semble perturber le sommeil du reste de la famille. Puis elle jugea qu'il était très tard et elle tenta de nouveau de se coucher. C'est alors qu'elle entendra des coups forts pleuvoir dans son dressing. N'en pouvant plus de ce capharnaüm, Janet tentera de réveiller son mari, le secouant fortement. Mais ce dernier était comme plongé dans un sommeil profond duquel il était incapable d'émerger. Seul Simon, qui était resté couché du côté de son maître, semblait agité. Il vint vers elle et se couchera auprès d'elle, écoutant les bruits, résigné et impuissant. Apparemment, d'après son récit, les frappements auraient continué toute la nuit, mais personne à part le chien et la mère de famille ne semblait les entendre. C'est comme si les phénomènes s'adressaient uniquement à eux deux. C'est souvent que Janet entendait non seulement les bruits, mais les voix qui émanaient des murs. Parfois, elle entendait qu'on l'appelait.
comme l'auraient fait ses enfants, ou encore, la plupart du temps, c'était une voix féminine qu'elle entendait, mais parfois la voix ressemblait à s'y méprendre à celle de son mari. Devant la caméra, Jack de son côté racontera un épisode étrange survenu un matin. Il portait toujours au poignet un bracelet médical en acier, muni d'une chaîne solide impossible à détacher accidentellement. Il ne le retirait que pour prendre sa douche. Ce jour-là, il l'avait déposé dans la salle de bain avant de se laver. Tandis qu'il se coupait les ongles des pieds, il entendit 3 coups sourds frapper contre le mur. Le premier accompagné d'un léger bruit métallique, comme si quelque chose avait heurté le carrelage. Pensant à une coïncidence, il n'y prêta pas attention. Mais peu après, 3 nouveaux coups distincts retentirent. Il prit sa douche, en sortit et constata que le bracelet avait disparu. Il fouilla partout, dans la commode, le panier à linge, les placards, sans rien trouver. Même après des recherches répétées, le bracelet resta introuvable. En vérité, c'est très souvent que des objets disparaissaient dans la maison. Aussi, Jack s'était même demandé si l'entité ne dissimulait pas dans le conduit de cheminée condamné les objets manquants. Dans ce conduit de cheminée, la famille entendait parfois des grattements puissants, semblables à des grattements qu'aurait pu produire un animal de grande taille. C'est donc tout au long de ces 16 ans de calvaire que de nombreux objets disparurent. Il pouvait s'agir aussi bien de vêtements, comme des jeans, mais aussi de draps, de bijoux, de maquillage, un rosaire, mais aussi des ustensiles de cuisine, des boîtes de conserve, des pantoufles ou encore des maillots de bain. Tous ces objets s'évaporaient littéralement. Rien de précieux, mais assez pour déstabiliser la famille. Puis après quelques jours ou semaines, certains objets, mais pas tous, réapparaissaient mystérieusement, parfois au compte-gouttes, comme par exemple les cuillères de Mary. Celles-ci réapparurent exactement au même endroit, comme si quelqu'un s'était amusé à les remettre en place. Mais elles réapparaissaient l'une après l'autre et non d'un coup, clairement dans l'intention de la tourmenter. Comme vous le savez, je ne peux pas vous détailler tous les événements qui sont survenus dans la maison sur autant d'années, mais ces derniers étaient variés si l'on en croit le livre des Warren. Certaines de ces occurrences étaient particulièrement dramatiques. Ainsi, une nuit vers environ 1h du matin, l'entité maléfique aurait jeté violemment l'une des filles Smurl du haut des escaliers. Jack Smurl rapporte également que quelque chose lui aurait mordu l'oreille. Janet a aussi affirmé qu'une nuit, une force invisible l'avait soulevée à peu près de 2 mètres du sol avant de la jeter brutalement à travers la pièce. Les lits aussi étaient fréquemment secoués. Le matelas de la chambre parentale sautait sur place tout seul. Jack aurait aussi été traîné de force à genoux sur le sol par l'entité qui cherchait à le battre et à le soumettre. Un autre jour encore, dans la chambre parentale, les portes des placards de la chambre de Jack et Janet s'ouvraient et se refermaient à une vitesse vertigineuse, comme mus par une rage invisible. Lorsque Janet supplia que cela cesse, tout s'arrêta, mais reprit ensuite aussitôt, plus violemment encore. Les Smurl auraient également constaté l'apparition de griffures inexpliquées sur leur corps, sans savoir comment elles avaient été infligées. Les jouets des jumelles aussi étaient souvent retrouvés éparpillés sur le sol ou encore en cercle parfait, une autre fois disposés dans une sorte de pyramides étranges au milieu de la chambre. La famille aurait aussi entendu des bruits inhumains et des hurlements à glacer le sang retentissant dans la nuit de la maison, ainsi que des grognements bestiaux comparés à des bruits de cochons. Aussi, certains voisins ont confirmé avoir entendu des cris effrayants en provenance de la maison alors que la famille était absente du domicile. Aussi, dans le livre des Warren, coécrit avec les Smurl, il est raconté comment Jack Smurl aurait été victime à plusieurs fois d'une agression sexuelle d'une violence extrême attribuée à un succube. Il aurait même lévité durant cette expérience. Une autre fois, il aurait été abusé au salon. Ce passage du livre insiste sur la nature humiliante et traumatisante de ces attaques. Jack en serait sorti psychologiquement brisé. Pareillement, sa femme Janet aurait également été abusée par une entité maléfique aussi féminine. Comme je vous l'ai dit plus tôt, aussi Simon le chien lui-même sera soulevé dans les airs avant d'être projeté contre le mur. D'après le livre The Haunted, l'incident aurait lieu un soir vers la mi-janvier 1985 aux environs de 19h30. Jack et Janet Smurl se trouvaient au rez-de-chaussée de la maison, ainsi que l'une de leurs filles jumelles. Janet était occupée à faire la vaisselle dans la cuisine, c'est alors que Simon commença à montrer des signes de nervosité avant d'être soudainement soulevé de terre par une force invisible. L'action se déroulait entre la cuisine et le couloir de la maison, sous les yeux médusés de la famille. L'instant d'après, le chien sera violemment projeté contre le mur, hurlant de douleur au moment de l'impact.
Les auteurs du livre, les époux Warren, aux côtés des Smurl et du journaliste Robert Curran, souligneront qu'une telle cruauté envers un chien est typique d'une infestation démoniaque sévère, l'esprit frappeur cherchant à terroriser toute la famille, animaux y compris. Aussi, d'après Lorraine Warren, qui se disait être médium, la hantise ne provenait pas d'un seul esprit, mais de 4 présences distinctes cohabitant dans la maison. Pour Lorraine, les êtres infestant la maison seraient une femme âgée, une jeune fille colérique, un homme décédé sur la propriété et enfin, la 4e entité serait un démon puissant qui manipulerait les 3 autres esprits dans le but de tourmenter la famille. Lors de leur première nuit d'enquête, le couple de démonologues aurait provoqué l'entité en jouant de la musique religieuse et en priant. Ed Warren rapporte qu'il a alors ressenti une chute soudaine de température et vu se former une masse sombre flottant à proximité de lui. Au même moment, des meubles se seraient mis à trembler, des objets posés sur une commode auraient chuté et le matelas du lit se serait soulevé et secoué violemment de lui-même. Ed indique avoir alors invoqué le nom du Christ pour faire cesser ce déchaînement. Les Warren affirment avoir aussi recueilli des preuves audio des phénomènes durant leurs enquêtes, comme les coups et les tapotements qui provenaient de l'intérieur de la maison. Plus troublant encore, l'esprit aurait laissé derrière lui des messages écrits à leur intention. Une inscription « Get out », sortez, serait même apparue sur un miroir de la maison comme un avertissement menaçant, leur intimant de quitter les lieux. Les mots auraient été écrits spontanément par une substance muqueuse apparaissant sur le miroir. Concernant les exorcismes, avant l'implication médiatisée des Warren, les Smurl avaient déjà sollicité l'aide de l'Église. Plusieurs prêtres étaient venus bénir la maison, mais sans résultat car les phénomènes amplifiaient systématiquement après quelques jours de quiétude. La famille racontera aussi dans le livre que l'esprit s'amusait à les suivre hors de chez eux. Par exemple, lors d'un départ en camping-car, de violents coups frappés sur le toit de leur caravane en marche auraient été entendus. Ces incidents ont renforcé la conviction qu'une force maléfique et tenace s'acharnait non pas sur la maison, mais directement sur eux. Le premier prêtre à intervenir fut le père Raymond Kaziak, un ami proche de la famille Smurl. Invité un soir à dîner, il prêta une oreille attentive à leur détresse et après avoir écouté leur récit, déclara lui-même ressentir la présence d'une force sombre dans la maison. Il aspergera celle-ci d'eau bénite et procédera à une bénédiction complète des lieux. Pendant quelques jours, le calme reviendra au sein des murs, mais ce répit sera de courte durée. Quelques semaines plus tard, les manifestations reprendront avec une violence accrue. Ainsi, un soir, Mary Smurl, épuisée par le manque de sommeil, aurait été soulevée de son lit. Le matelas aurait même lévité à une telle hauteur qu'elle dut sauter pour retrouver le sol. Un second prêtre, Monseigneur Francis Kane, sera ensuite appelé à l'aide, lui aussi bénir à chaque pièce de la maison, et là encore une accalmie temporaire s'installera avant que les événements ne redoublent en intensité. C'est finalement à la suite d'un échange téléphonique entre Janet et l'une de ses amies que la mère de famille entrera en contact avec Ed et Lorraine Warren. À ce moment, le couple Warren n'était plus de jeunes enquêteurs et leur parcours était déjà bien établi. J'ouvre ici une petite parenthèse sur eux. Ed, ancien marin autodidacte en démonologie, et Lorraine, clairvoyante catholique, commencèrent à enquêter sur des maisons hantées au début des années 50. En 1952, ils créèrent le New England Institute for Psychic Research. À partir de là, ils organisèrent des conférences et des interviews rémunérées, publièrent des livres et exposèrent des objets dits hantés dans leur petit musée occulte. Au cours des années 60-70, ils firent connaître leur travail en donnant des conférences dans différentes universités. Avant 1976, ils étaient surtout connus pour avoir couvert l'affaire de la maison d'Amityville, qui fera d'eux des figures très médiatisées. Ainsi, quand ils se rendront chez les Smurl en janvier 86, ils avaient déjà plus de 30 ans d'expérience et une réputation de démonologues célèbres. Ils vivaient de leurs conférences et de leurs livres, tout en continuant à enquêter gratuitement sur des cas, selon eux, qui ne demandaient que les frais de déplacement. Dans un article du Times Leader d'août 86, Ed affirma que la présence observée chez les Smurl était intelligente, puissante, intangible et très dangereuse.
Il estimait que seul un exorcisme pourrait mettre fin au phénomène. Le couple était ravi d'avoir été appelé sur cette affaire. Pour Ed et Lorraine, le cas des Smurls relevait d'une attaque de démons défiant la Sainte Trinité parce que très souvent, comme le dira Janet, les coups survenaient par 3. Il y avait 3 bruits, 3 grattements, 3 coups répétés dans un mur ou un meuble. Et lorsqu'un esprit malveillant frappe ou se manifeste en 3 temps, cela est souvent interprété par les démonologues ou les exorcistes comme un acte de profanation, une manière pour le démon de railler la Trinité divine. Ainsi, ils conseilleront aux Smurls de recourir à l'Église catholique pour pratiquer un rituel d'exorcisme officiel. En attendant, Ed Warren tentera lui-même de chasser la présence. Muni d'eau bénite, d'huile sainte et d'un crucifix, il effectuera des prières de délivrance dans la maison. Mais ces démarches ne suffiront pas à faire disparaître définitivement le phénomène. Parallèlement aux Warren, d'autres intervenants apporteront des analyses paranormales divergentes. Ainsi, 2 médiums suggéreront une explication différente. D'après leur ressenti, un meurtre aurait été commis autrefois dans le duplex, ce qui expliquerait la hantise par l'esprit d'une victime ou d'un ancien occupant. Cependant, aucune preuve historique d'un meurtre dans cette bâtisse n'a jamais été retrouvée. Par ailleurs, un ancien propriétaire qui aurait vécu 17 ans dans la maison avant les Smurls a certifié qu'aucun événement tragique ou anormal ne s'y était jamais produit. Enfin, sur le conseil des Warren, Jack et Janet décideront de rendre leur histoire publique. Voilà donc que le 18 août 1986, l'Associated Press publie la première dépêche sur la hantise démoniaque de West Pittston. Et l'affaire attire aussitôt une attention médiatique massive. En quelques jours, des dizaines de journalistes affluent au 330 Chase Street. Caméras, radio et reporters assiègent la maison, devenue l'attraction du quartier. Le couple recevra même jusqu'à 150 appels par jour de médias du monde entier, tandis que les chaînes nationales CBS, CNN, New York Daily News couvriront à leur tour ce qui deviendra l'une des affaires paranormales les plus médiatisées des années 80. Au plus fort de la couverture médiatique, un invité inattendu fera même son apparition. Jason Miller, un acteur célèbre originaire de la ville voisine qui avait incarné le prêtre exorciste Damien Karras dans le film L'Exorciste, sorti en 1973. Fasciné par l'histoire, Miller s'était rendu au domicile des Smurls, exprimant publiquement sa sympathie pour la famille et son inquiétude de les voir ainsi assaillis par quelque chose d'inconnu qui pourrait les blesser. Sa visite alimentera encore davantage la couverture médiatique, certains journalistes spéculant déjà sur la possibilité d'une adaptation cinématographique de l'affaire. Face à cette effervescence, les Smurls s'étaient peut-être aperçus que la médiatisation de leur histoire avait surtout apporté de la publicité aux Warren. Mais cela avait clairement perturbé davantage leur vie privée, sans résoudre le moins du monde leurs problèmes. Le 25 août 86, excédés, Jack et Janet Smurl organiseront ainsi une brève conférence de presse sur le pas de leur porte pour demander aux journalistes et aux curieux de quitter les lieux et de les laisser tranquilles. « Nous n'en pouvons plus de ce cirque », déclara Janet, expliquant que l'attention constante des médias était devenue un fardeau supplémentaire pour la famille. Ils affirmeront n'avoir cherché que de l'aide en racontant leur histoire, mais se retrouvaient maintenant assiégés par les reporters du matin au soir. Ils annoncent donc ce jour-là qu'ils ne feront plus de déclarations publiques. Aussi, mi-août 86, le philosophe Paul Kurtz et le CISOP proposera de leur côté une enquête scientifique indépendante. Pour information, Paul Kurtz était un philosophe américain qui créa en 1976 le CISOP, un comité dédié à l'examen critique et scientifique des phénomènes paranormaux. Le CISOP rassemblait scientifiques, psychologues et illusionnistes chargés de vérifier les preuves avancées dans les affaires de hantise, d'ovnis ou de pouvoirs psychiques. Dans le cas des Smurls, Kurtz et son équipe avaient proposé une enquête indépendante sur le terrain, estimant que seule une analyse rationnelle et contrôlée pouvait départager le mythe de la réalité. Mais sur place, Ed Warren leur interdit l'accès. Parallèlement, des parapsychologues envisageront un phénomène de poltergeist induit par les sœurs Dawn et Heather. Puis en octobre 86, les Smurls affirmeront que la paix était partiellement revenue dans la maison, bien qu'ils entendaient encore parfois des bruits de coups. L'année suivante, ils quitteront définitivement la maison. Après leur départ, les nouveaux occupants ne relèveront aucun trouble.
Malgré le calme retrouvé, le livre The Haunted, sorti en 86, et le téléfilm de 91 relanceront une poignée d'années plus tard la notoriété de l'affaire. Enfin, le film The Conjuring Last Rites, sorti cette année, s'inspire librement du dossier des Smurls. Par la suite, Jack et Janet continueront quelque temps à témoigner dans la presse locale avant de se retirer totalement de la vie médiatique. En 2009, Janet Smurl déclara simplement que le passé doit rester là où il est. Leurs filles, restées discrètes, n'ont jamais donné d'interview publique. Les parents de Jack, John et Mary, décédés dans les années 90, n'auraient témoigné qu'une seule fois devant les caméras pour Lorraine Warren en 1986. Jack Smurl, quant à lui, est décédé en 2017 à l'âge de 75 ans. Il est resté convaincu jusqu'à la fin de la véracité des phénomènes vécus à West Pittston. Son épouse Janet, elle, serait toujours en vie et vivrait dans la région du nord-est de la Pennsylvanie. Enfin, le journaliste Robert Curran affirma jusqu'à sa mort croire à la sincérité du couple. Ce qui est certain dans cette histoire, c'est qu'en renvoyant les rares séquences filmées de Jack, Janet et les parents Smurl, on ne peut qu'être frappé par leur sincérité, leur émotion n'a rien d'artificiel. Jack parle avec conviction, mais Mary et John, les parents, apparaissent profondément bouleversés, comme des gens réellement usés par des années d'incompréhension et que la parole libérée soulage. Tout dans leur attitude donne le sentiment qu'ils ont véritablement vécu quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Ils ne cherchent pas à persuader, mais simplement à témoigner, à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Pour autant, il est évident que l'affaire Smurl a été déformée, amplifiée, voire récupérée par les Warren et les médias. Le livre et son adaptation télévisée en 91 ont ajouté une dimension spectaculaire qui brouille la frontière entre témoignage et fiction. Mais derrière les récits d'agressions et de phénomènes démoniaques, il reste une certitude, cette famille a été sincèrement secouée. Les Smurls ont vécu une épreuve qui, 40 ans plus tard, continue de fasciner. Non seulement parce qu'elle fait frissonner, mais parce qu'elle interroge surtout sur la fragilité de nos certitudes face à l'inexplicable.